que d'émotions. Voilà, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Lecoq et Melchior Courtois qui vont nous donner la veille mensuelle de 2 mois préparée par Cyberzen que je remercie. Alors, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à voir parce que, comme l'a dit Hervé, on a 2 mois d'actualité à résumer en pas beaucoup de temps. Donc, on ira sûrement vite sur certains points, mais vous avez les sources si vous voulez approfondir de votre côté les différentes recherches, les différents points. Alors, un rappel du support, comme d'habitude. Donc déjà au niveau des Windows Workstation, pas de nouvelles choses donc par rapport au mois dernier. Vous êtes toujours encore quelques mois pour vous préparer pour la fin de l'obsolescence de la première version de Windows 11, donc la 21H2. Et pour les Windows Server, vous avez encore de la marge pour les autres versions, pour toutes les versions de façon générale. Donc sans plus tarder, au niveau des failles, on commence toujours avec le bulletin du coup du mois de juillet, donc qui regroupe 142 patchs. Donc il y a 142 vulnérabilités, donc 4 vulnérabilités de type 0D. Donc on a une élévation de privilèges dans le système d'hypervision de Microsoft, donc Hyper-V. Donc élévation de privilèges, donc qui vous permet d'obtenir les privilèges système donc sur Windows 11 et Windows Server 2022, donc qui sont les seules versions impactées, sachant que Microsoft précise bien que cette vulnérabilité est fortement exploitée dans la nature. On a ensuite un spoofing donc sur Windows MS-HTML, donc qui est le composant de Windows, qui permet justement l'affichage de pages web sous Windows. On a ensuite une RCE dans .NET et Visual Studio qui utilise .NET. Qui est entraîné par une race condition qui est entraînée du coup lorsqu'un flux HTTP3 est stoppé brutalement. Donc au niveau des versions impactées, on a .NET 8.0 et Visual Studio Code, enfin Visual Studio de façon générale 2022. Donc vous avez les versions entre parenthèses. On a ensuite une vulnérabilité donc, qui est prénommée FetchBench, donc qui permet un leak de mémoire donc basé uniquement sur les OS ayant une architecture ARM. Et donc là, les versions impactées sont Windows 11 22 H2 et 23 H2. Et ensuite, on a quelques vulnérabilités critiques. Je ne vais pas forcément les détailler parce qu'on va y revenir plus en profondeur, donc notamment sur la RCE, sur Windows RDS, et parce qu'on a notre bulletin. Donc celui d'août qui lui patch 89 vulnérabilités. Donc on a cette fois 9 vulnérabilités de type 0D. Donc c'est pareil, j'irai vite sur certaines vulnérabilités parce que je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines slides. Donc on a une RCE one-click donc sur le moteur de script de Windows, donc qui est assez spécifique au niveau de l'exploitation parce qu'elle nécessite à l'utilisateur d'utiliser Edge en mode Internet Explorer. Vous avez les versions impactées. Donc, globalement, vous voyez que pour toutes les vulnérabilités, Windows 10, 11 pour les workstations sont impactées. Et à chaque fois, la 2022 pour les Windows Server également. Ensuite, on a un Use After Free donc dans le pilote de fonctions auxiliaires pour WinSock. Donc, juste pour rappel, un Use After Free, c'est quand vous utilisez de la mémoire qui a été déjà libérée par un process, ce qui provoque des effets de bord. Et donc, cette vulnérabilité vous permet d'obtenir une élévation de privilèges donc, en tant que système. Vous avez ensuite encore un bypass de Mark of the Web. Donc, ça fait donc déjà dans le bulletin de juin et de mai, on avait déjà un patch pour ce type de vulnérabilité. Donc le Mark of the Web, pour rappel, c'est l'étiquette qui vous permet donc de savoir la source d'un fichier, donc savoir si elle provient d'Internet ou pas. Ce qui, dans le cas où le fichier provient d'Internet, de lui appliquer des mesures supplémentaires. Vous avez ensuite une évasion de privilèges donc dans le noyau Windows. Vous avez une évasion de privilèges également dans le Power Dependency Coordinator. Vous avez une RCE dans Microsoft Project. Donc, pareil, qui est assez spécifique parce qu'elle nécessite que vous ayez au préalable désactivé la stratégie qui permet de bloquer l'exécution de macros pour les fichiers qui proviennent d'Internet. Vous avez ensuite une RCE
donc Remote Command Execution, dans LDP. Donc LDP, c'est le protocole qui est utilisé pour les réseaux MPLS de Microsoft. Vous avez ensuite un NIC de hash NTLM, donc utilisé pour l'authentification réseau. Donc via le leak qui s'effectue via l'ouverture d'un fichier distant sur Office, et une vulnérabilité nommée Windows je vais y arriver, Done Date. Donc je ne rentre pas plus en détail parce que je vais en parler plus tard. Donc, on a une RCE 0 clic donc qui ne requiert pas d'authentification sur la pile TCP/IP. Donc là, vous avez dû en entendre parler. Elle a fait du bruit parce qu'elle vient d'une mauvaise gestion du trafic IPv6 sur les workstations et sur les Windows Server. Donc, ça provient d'un integer underflow. Donc, pour rappel, ça survient. Son opposé, c'est integer overflow. Donc, c'est quand vous faites une opération sur un entier qui est inférieur à sa valeur minimale autorisée. Et donc, ce qui est assez embêtant, c'est que cette vulnérabilité s'active avant que le firewall de votre machine n'ait le temps de gérer le paquet reçu. Donc c'est très critique et c'est pour ça que vous avez vu beaucoup passer de posts qui vous demandaient en urgence de désactiver IPv6 le temps que le patch soit rendu disponible. Mais le problème, c'est que en désactivant IPv6, eh ben, ça peut entraîner quelques dysfonctionnements sur votre machine. Donc ensuite, la fameuse Windows Done Date. J'en ai parlé, qui a été patchée en août 2024. Donc, cette vulnérabilité, elle a été découverte, elle a été présentée lors de la Black Hat 2024. Donc, elle a été présentée par des chercheurs en cybersécurité, des Américains, si je ne me trompe pas. Donc, son but, en fait, c'est de forcer votre machine à rétrograder en termes de version, donc d'altérer Windows Update. Et donc, le fait de rétrograder votre OS permet en fait derrière d'exploiter de vieilles vulnérabilités qui ont été patchées avec le temps. Au niveau des DLL, au niveau du noyau, au niveau de fonctionnalités d'applications comme Hyper-V ou Credentials Guard Secure Kernel. Et donc forcément, si vous réintroduisez des vulnérabilités qui ont été patchées, derrière, vous laissez opportunité de les exploiter, donc évasion de privilèges, exploit, RCE, et j'en passe. Et la chose à signaler, c'est qu'en fait, en effectuant ce type d'attaque, votre OS ne vous signale pas qu'il est plus à jour et qu'il a rétrogradé, ce qui est assez embêtant parce que ça rend le fait de rétrograder votre système assez transparent. Enfin, du coup, assez caché. Une autre RCE, donc cette fois 0 clic, donc qui ne requiert pas d'interaction de la part de l'utilisateur sur Windows Server. Vulnérabilité présente sur RDS, donc c'est le service de licence utilisé de Windows. Donc la vulnérabilité qui a été baptisée Mad License. Donc le problème en fait se trouve au niveau d'une fonction qui est utilisée par l'outil. Donc la fonction en question, c'est CData Coding Decode Data. Donc c'est cette fonction qui est responsable du traitement et de la décodification des données qui sont reçues par le service. Et donc en fait, vous avez un heap overflow, donc c'est un débordement sur le tas dû à une mauvaise gestion des entrées utilisateurs. Et donc la chose un peu critique, c'est que souvent sur ce type de machine, donc hébergeant le service RDS, vous pouvez trouver un RDP qui est active. Et donc si vous arrivez à obtenir une RCE et si vous arrivez à obtenir une RCE sur le serveur, et ben derrière, vous pouvez réussir à préparer, vos accès via RDP sur la machine, ce qui est assez critique. Et donc, au niveau de l'exploitation, ça affecte tous les Windows Server entre 2000 et 2025. Donc, la dernière version qui est actuellement en preview, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, j'ai pas précisé la source pour les 70 000 RDS exposés, donc c'est Shodan qui fournit ça comme info. Donc, on a fini avec les systèmes. Là, on part du côté navigateur. Donc, on a un bug critique dans le gestionnaire de mot de passe de Chrome, donc qui a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que si vous faites, peut-être que vous faites partie des 15 millions d'utilisateurs
qui, entre le 24 et 25 juillet, n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leur mot de passe, enfin au gestionnaire de mot de passe, pendant 18 heures. Chrome a assuré que la vulnérabilité, donc c'était un bug donc, qui était lié à une version spécifique, donc la M127, et détaille plus en profondeur l'origine de la vulnérabilité dans la source que j'ai fournie. Mais c'était quelque chose qui évidemment n'était pas prévu. Et ils se sont excusés, même si derrière ça posait pas mal de problèmes. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est une raison de plus pour vous inciter à ne pas stocker vos mots de passe sur votre navigateur, même si c'est via l'intermédiaire d'un gestionnaire de mots de passe tiers. Nouvelle 0D pour le navigateur. Alors là, je devrais plutôt dire une 0000D. C'est un rapport fait par Oligo le 7 août concernant une vulnérabilité qui serait vieille de 18 ans. En gros, globalement, ce serait les navigateurs qui autoriseraient un attaquant à utiliser l'adresse 000 au lieu d'utiliser celle localhost. Ça permettrait au service de contacter potentiellement tous les services qui sont dans le réseau local du serveur. Donc il y a Windows qui n'est pas impacté par cette vulnérabilité parce qu'ils ont mis en œuvre les moyens depuis un certain temps déjà justement pour bloquer cette adresse. Par contre, Apple Safari, Google Chrome, Firefox, ils sont en cours de déploiement d'impact ou d'une solution préventive. Et il y a des discussions qui sont en cours aussi pour ajouter le blocage de l'adresse 000 dans les RFC. 9e Zero Day aussi pour Google Chrome. Donc là, ça concerne plus un problème de confusion de type dans le moteur JavaScript V8 qu'il utilise, qui pourrait permettre aux attaquants d'exécuter du code malveillant sur la victime, avec par ailleurs un vol de données, un accès autorisé et l'installation de logiciels. Donc il est conseillé de mettre en œuvre des mesures de sécurité type sandboxing et de segmentation réseau pour les environnements dépendants de Chrome où les données sensibles seraient traitées. Le correctif qui a été appliqué est un correctif avec plus de 30 failles de sécurité qui sont corrigées d'un coup. Donc, il est fortement recommandé de passer à la version supérieure. Nouvelle vulnérabilité à nouveau pour les hyperviseurs VMware et ESXi. Cette fois-ci, pour ceux qui sont intégrés à un groupe AD. Donc, globalement, là, c'est une grosse faille qui est très exploitée. Pour expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est dans le cas où un attaquant aurait des accès suffisants au niveau de l'Active Directory. Ça lui permettrait d'accéder au groupe administrateur des serveurs ESXi et d'ajouter son compte utilisateur au groupe ESXi admin dans l'AD. Donc, c'est un groupe qui est créé automatiquement lors de l'intégration d'un ESXi au domaine. C'est assez touchy dans le sens où, même si vous, de votre côté, vous supprimez le groupe, l'attaquant peut très bien recréer le groupe et en recréant le groupe, il aura à nouveau les droits administrateurs sur le serveur. Donc, il faut savoir que cette vulnérabilité est utilisée par les ransomware Akira et Blackbasta, qui sont associés au groupe Storm et Tempest. Toujours, alors là, c'est pour la messagerie Exim. Donc, on a 1,5 million de serveurs qui sont vulnérables. Donc, il existe, selon l'étude qui a été faite, c'est 3,4 millions de serveurs Exim qui sont sur Internet, dont la moitié qui seraient vulnérables. Pour contourner ça, pardon, excuse-moi. Ce qu'ils font, ils contournent les mécanismes de filtrage des pièces jointes à partir de l'entête. Donc, ils analysent mal l'entête qui était fixée. Et à ce moment-là, ça permet de contourner les mécanismes de protection. Par contre, le prérequis pour que le payload fonctionne, c'est que l'utilisateur doit quand même ouvrir la pièce jointe pour que ça puisse être exploité. Alors, il y a un exploit qui est disponible, mais par contre, on n'a pas encore d'exploitation qui est observée, donc on estime que c'est pas encore mis en œuvre. Donc ensuite, on a encore une nouvelle vulnérabilité côté OpenSSH. Donc le serveur SSH fourni sur presque toutes les distributions Linux. Donc une RCE, donc je ne vais pas parler ici de regression, regress SSH Ion, mais bien d'une autre vulnérabilité, même si globalement l'exploitation est presque la même. Donc pour les deux, on a une race condition qui est liée à une mauvaise gestion des signaux, qui permettent du coup d'entraîner une RCE, sauf que pour regression, ça a affecté le processus parent SSHD, donc le démon directement, alors que pour cette vulnérabilité-là, donc la 2024 6409, elle impacte le processus enfant, un des processus enfants, donc PrivSep Child Process,
ce qui forcément du coup permet d'obtenir des privilèges, mais qui sont réduits par rapport à regression. Donc, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins critique que la première. Et au niveau des versions affectées, on parle de la 8.7 P1 et 8.8 P1. Et sachant que malheureusement, c'est les versions qui sont fournies avec Red Hat Enterprise Linux 9. Donc ensuite, on a une vulnérabilité du côté du protocole Radius. Donc vulnérabilité qui a été patchée, le patch qui a été fourni durant le patch Tuesday 2 juillet 2024. Donc la vulnérabilité qui est nommée Blast Radius. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de contourner authentification AAA, donc le AAA pour Authentication, Authorization et Accounting, donc ce qui permet globalement de faire de la gestion d'accès sécurisé sur les réseaux. Donc ici, on est dans un scénario man in the middle. Donc le but pour un attaquant, ça va être de chercher à manipuler des paquets Radius, donc comme des réponses access, accept, reject, challenge ou autre. Et dans le but en fait de générer une collision MD5, donc qui est utilisée pour la signature. Donc déjà, on parle d'une fonction de hachage qui est obsolète depuis 2005. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Et donc, la chose qui atténue un peu cette vulnérabilité, enfin l'exploitation, c'est le fait que l'attaque nécessite entre 3 et 6 minutes, ce qui est généralement supérieur au timeout présent par défaut dans les configurations Radius, et aussi que le positionnement en man in the middle doit être effectué. Et il faut également prendre en compte il faut que vous utilisiez une authentification non EAP sur du coup UDP pour être impacté par cette vulnérabilité. Donc là, vous avez un schéma qui vaut ce qu'il vaut en bas à droite. Et si vous voulez, vous avez un site qui a été créé, blastradius.fail, qui est dédié à cette vulnérabilité. Donc au niveau des recommandations, le temps que MD5 soit complètement viré de la gestion de Radius, c'est de passer par exemple à RadSec, qui est Radius over TLS, pour empêcher au maximum la lecture des échanges entre le serveur Radius et votre machine. Côté smartphone, alors plus exactement Android, il y a une privesque sur le composant Android Framework. Alors c'est une faille qui vient de juin 2024 et qui était censée n'affecter que les Google Pixel. Donc Google, par rapport à ça, avait déployé justement un patch correctif pour cette vulnérabilité et avait par d'ailleurs confirmé l'exploitation massive de cette vulnérabilité pour des attaques spécialement ciblées. Le seul prérequis, par contre, pour effectuer cette vulnérabilité, c'est d'avoir un accès physique à l'équipement. Par contre, ce qu'il faut estimer, c'est qu'actuellement, on n'a pas de correctif pour l'ensemble des smartphones qui ne sont pas, enfin des Android plutôt, qui ne sont pas Google. Donc, on est toujours en attente du patch qui devrait arriver normalement en septembre 2024. Sauf si vous vivez dans une grotte, vous savez sûrement qu'il y a eu beaucoup de bruit autour des YubiKey. Pourquoi? Parce qu'une attaque nommée Euclic a fait son apparition. Donc, c'est une side channel attaque et permet tout simplement en fait à un attaquant qui disposerait d'un accès physique à votre YubiKey de la cloner, enfin de le cloner. Donc forcément, si vous clonez une YubiKey, vous facilitez la compromission des comptes sur lesquels vous avez configuré votre MFA, donc votre YubiKey. Donc la vulnérabilité en question, elle se situe au niveau de l'implémentation de CDSA. Et donc, ça a été découvert par un chercheur de chez Ninja Lab. Donc, Cocorico, c'est français. Est-ce que c'est réellement facile d'exploitation? Donc, ça, c'est la question. Parce que vous avez pu voir qu'en version impactée, on parle quand même de toutes les séries 5, des Yubi HSM2 et également des séries bio. Donc, des YubiKey qui permettent d'utiliser de la biométrie. Donc, est-ce que c'est si facile d'exploitation? Bah déjà, on a dit qu'un accès physique était nécessaire. On a dit, enfin, on ne l'a pas dit, mais je vous le dis, que ça nécessite d'excellentes connaissances en cryptographie et en électronique. Le matériel qui permettrait d'exploiter
cette vulnérabilité et de cloner la carte coûterait aux alentours de 11 000 $. Donc, est-ce que si quelqu'un vous cible, un État vous cible ou une grosse organisation, est-ce que vous êtes protégé? Non, pas vraiment. Est-ce que pour un particulier ou une petite société, vous risquez quelque chose? Dans l'immédiat, non. C'est pas du tout abordable et disponible au premier venu. Donc, ouais, vous l'avez vu le mois dernier, mais on a essayé de rajouter un nouveau graphe. Donc, à voir si on peut encore l'améliorer. Donc, ça permet de suivre un peu l'évolution donc du nombre de CVE qui sortent par mois par fabricant. Donc, on peut voir toujours forcément Linux et Microsoft au top et le reste, pareil, donc, chaque fabricant qui doit travailler d'arrache-pied tous les mois pour s'assurer que ces produits soient protégés. Donc là, on va parler, donc on parlait des vulnérabilités et des failles de façon générale. Donc là, on va parler donc des événements majeurs qui sont produits au cours des 2 derniers mois. Donc, on va commencer avec Capgemini, donc un piratage qui aurait commencé en interne. Donc, Capgemini qui a été victime du ransomware Knight en octobre 2023. Donc déjà, je peux vous le dire, ce n'était pas un attaquant russe qui était à l'origine du lancement de ce ransomware, mais bel et bien un membre, un employé de la société, donc un consultant technique, euh, donc qui travaillait dans la société jusqu'en fin 2021, donc qui est actuellement en détention pour avoir essayé de réclamer donc de l'argent à la société en leur proposant en échange de récupérer un accès à leurs données, sachant que les données qui ont été chiffrées, c'était une partie des données d'un client. Donc, il réclamait 5 000 $ en Bitcoin et sinon, il promettait d'exfiltrer les données. Donc, on parle d'une double extorsion pour pas rendre sa cause, pour pas se rendre la vie simple. Et donc, la rançon n'a pas été payée. Il est actuellement en détention et aucune donnée ne semble avoir été volée. Donc, Capgemini a bien résolu la situation. Ensuite, donc ça, j'hésitais à le mettre dans divers parce que je trouvais le cas assez cocasse, mais on parle quand même d'une tentative d'espionnage. Donc, il mérite sa place dans piratage. Donc, un hacker nord-coréen qui a essayé en fait de se faire embaucher en tant qu'ingénieur logiciel et qui a réussi au sein d'une société cyber américaine qui s'appelle NonB4. Donc, il a réussi à passer 4 entretiens vidéo plus des vérifications d'usage. Donc, en fait, pour la petite histoire, il a du coup il volé l'identité d'un Américain et il a utilisé des images en provenance d'une banque d'images en ligne qu'il a retouché avec de l'IA pour rendre la chose un petit peu plus réaliste, on va dire. Euh, et donc, comment il a été débusqué? Parce que du coup, il a réussi les entretiens, il était embauché. Mais en fait, ils lui ont envoyé un ordinateur, parce qu'il faut savoir que du coup, il travaillait à distance. Euh, et lors de la réception de son ordinateur, il a immédiatement installé un malware dessus. Donc, ça a relevé une alerte à la société qui a contacté le FBI pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et le FBI, qui après investigation, a découvert en fait que l'ordinateur déjà n'avait pas été envoyé directement à l'hacker nord-coréen, mais avait été envoyé dans une ferme d'ordinateurs. Donc, il était resté aux États-Unis. Ça, je vous ai mis un article, donc c'est le deuxième lien qui vous parle un peu de la mode des fermes d'ordinateurs. Donc il y a pas mal de fermes qui ont été découvertes aux États-Unis. Il y en a même une qui a été découverte dans une chambre d'un étudiant dans le Tennessee. Et donc, en fait, une ferme d'ordinateurs, c'est un endroit donc, qui partage, qui regroupe pas mal d'ordinateurs. Donc là, par exemple, il y a une ferme où il y avait 79 ordinateurs. Donc, les 79 ordinateurs vont utiliser le même réseau. Et donc, en fait, les hackers coréens, pour l'exemple, vont se connecter à une machine sur cette ferme et vont se connecter en RDP
sur les machines ou autres, pour ensuite passer par la machine légitime. Et donc c'était un article super intéressant, donc je vous conseille de le lire. Et du coup, bah, ce cas a permis de réaliser que beaucoup d'États étrangers essayaient d'infiltrer des grandes entreprises américaines, donc dans le but de les espionner. Et donc ça a un peu remonté le niveau d'alerte des États-Unis sur ce niveau-là. Ensuite, un autre point qui a beaucoup fait parler, c'est le cas des backdoors donc dans les cartes MIFARE classiques. Donc MIFARE classique, oui et non, parce qu'en fait, la backdoor se situe dans le modèle FM11RF08S. Donc la différence, en fait, c'est que c'est une variante de la MIFARE. Donc la MIFARE, qui a été développée par NXP Semiconductors, alors que le modèle que je ne vais pas reciter, elle, a été développée par la société Fudan à Shanghai, non, en Chine. Et donc, c'est une copie compatible avec MIFARE classique, qui est souvent utilisée pour des raisons de coût. Et les deux donc, résistent aux attaques card-only. Donc, c'est les attaques qui ne nécessitent pas d'interaction directe au lecteur ou au reader, mais juste un accès à la carte. Donc, but soit de la cloner, soit d'extraire les clés qu'elle contient. Et donc, en fait, dans ce modèle, donc, qui est énormément utilisé à travers le monde, vous retrouvez une backdoor matérielle. Euh, cette backdoor qui a été découverte par Quarks Lab, donc bravo à eux. Et également dans d'autres modèles de Fudan, donc la société chinoise, donc une backdoor assez similaire, et dans des vieilles cartes NXP et Infineon aussi. Donc la question c'est est-ce que la production elle est localisée en Chine? Est-ce que le gouvernement chinois a demandé l'installation de cette backdoor? Est-ce qu'ils ont introduit la backdoor sans demander l'avis à la société? Ça, c'est des questions qui n'auront jamais de réponse, mais il y a eu beaucoup de questions et de débats sur ce sujet. Donc pareil, je vous redirige vers le blog de Quarks Lab qui parle plus en détail de cette backdoor. On a une rançon record de 75 millions de dollars qui a été envoyée à l'entreprise du Fortune 50, donc Fortune 50 qui serait les 50 plus grandes fortunes au monde. Donc ce serait le groupe Dark Angel qui aurait ciblé une entreprise. Donc, le nom n'a pas été officiellement revendiqué, mais on suppose que ce serait le géant pharmaceutique Sensora. Ce qu'il faut savoir, c'est que la précédente plus grosse rançon était de 40 millions de dollars qui a été envoyée par le groupe Evicorp. Actuellement, il y a la stratégie de Big Game Hunting qu'utilise le groupe Dark Angel, qui est une stratégie avec peu de cibles, mais des cibles qui sont très importantes. Parce que dernièrement, la précédente rançon que eux, de leur côté, avaient demandé, c'était une rançon de 51 millions de dollars suite au chiffrement des serveurs OSXi. Deuxième point, sur l'éditeur de logiciel Octave, qui est un logiciel spécialisé sur le secteur du commerce de détail, qui était victime de cyberattaques. Donc, ils en sont mis à un ransomware le 16 août. Il y a eu de nombreux clients qui ont été infectés, comme la Casserolerie, la Compagnie du Lit, Cache-Cuisine, Cultura, Top Press et d'autres. Donc, c'est des entreprises qui sont plutôt situées dans le sud de la France. Pour certains, la réaction était très rapide et efficace pour certains prestataires. Donc, bravo à Tom Press, par exemple, qui en moins de 24 heures ont réussi à mettre en ligne un site de secours. Donc, il faut savoir que par contre, d'autres clients ont eu moins de chance, et comme le compteur du livre qui a perdu plus de 200 000 euros. On a une fuite de données, enfin fuite massive plutôt même, de 1 Tera de données. Donc, il y a eu le partage d'un lien méga sur Telegram d'une base de données qui était issue anciennement de Telegram. Pourquoi cette base de données qui était mise directement, pourquoi le lien a été mis directement comme ça? C'est-à-dire que la personne n'a pas réussi à vendre sur Bridge Forum. Et du coup, la donnée, finalement, on s'est dit, bon, bah voilà, je vais envoyer automatiquement la base de données que j'ai récupérée. Donc, il y a pas mal d'entreprises quand même avec Adecco, Adobe, La Poste Mobile, Deezer. Alors, c'est assez ennuyeux parce qu'on a quand même pas mal de numéros de carte bleue qui sont associés aux utilisateurs. Par contre, on n'a pas d'informations sur l'identité des auteurs de la fuite. Marseille, on a un vol de PC. Donc là, c'est assez en problématique. Donc, on a une vol d'une douzaine de PC dans les locaux d'Intel. Donc, Intel, qui est un prestataire d'EDF et qui est spécialisé dans la maintenance industrielle des pièces dans les centrales nucléaires.
Alors, EDF a affirmé qu'il n'y avait pas de données sensibles sur les ordinateurs. Cependant, l'enquête policière qui a été faite indique que finalement c'est le cas. Donc, ils ne sont pas très d'accord à ce niveau-là. Et donc, l'enquête est toujours ouverte. On ne sait pas trop si c'est de la préméditation ou du ciblage. Donc ensuite, on a une fuite importante de données chez SFR. Donc je pourrais pu même préciser deux fuites de données, parce qu'il y en a deux qui sont survenues au cours des 2 derniers mois, mais du coup, une en juillet et une en août. Donc 1,4 million de données mises en vente sur ce qui est nommé l'Amazon de la cybercriminalité, donc un forum pour, de vente en ligne de leaks de données. Donc vous retrouvez dans ces 1,4 million de données donc des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, donc les données personnelles standards. Et ensuite, du coup, deuxième fuite de données, donc elle qui fournit des informations relatives à plus de 50 000 abonnés. Donc deuxième piratage par des Français, parce qu'il faut savoir que le premier c'était un hacker indépendant, alors que le deuxième c'est un groupe nommé le French Hacker Squad. Bon courage si vous faites partie, faites attention si vous faites partie justement de ces abonnés, donc faites attention parce qu'éventuellement il y aura des campagnes un peu ciblées qui pourront survenir au cours des semaines, voire mois à venir. Et ensuite, une base de données donc, qui a fuité, qui appartient à DT Inc. Donc, c'est une entreprise américaine qui se spécialise dans la sécurité physique et la surveillance de façon générale. Et donc là, vous retrouvez dans la base de données 30 000 enregistrements, dont 30 000 courriers uniques, des adresses postales, des ID, des produits achetés, des bons de commande, etc. Donc, on parlait de Bridge Forum. Donc, Bridge Forum, c'est un forum, pareil, qui met à disposition des leaks gratuitement ou qui permet à des vendeurs et des potentiels acheteurs de se mettre en relation. Donc, il faut savoir qu'on en a beaucoup parlé à l'OSIR au cours des 2 dernières années parce que Pompon pour un, donc la personne, l'administrateur de la plateforme, ou plutôt ancien administrateur, a été arrêté euh, en mars 2023 donc par le FBI. Et donc, il faut savoir qu'au moment de sa liberté sous caution, donc en juillet dernier, il y a une base de données donc, qui regroupe l'entièreté des informations de Bridge Forum V1 qui s'est retrouvée sur des forums d'en-vente de leaks. Comme par hasard, du coup, au moment de sa remise en liberté sous caution. Et donc, dans cette base de données, vous retrouvez toutes les informations sur ses membres, donc qui ont rejoint la plateforme avant décembre 2022, les noms, des adresses mail, des adresses IP, des messages privés, des adresses crypto et autres. Donc, il semblerait qu'il n'ait pas réussi à vendre cette base de données. Du coup, un des acteurs à l'origine de la fuite euh, a fourni du coup la base de données gratuitement et a laissé un petit message assez drôle du coup sur Telegram où il précise en fait qu'il a rendu public la base de données de Bridgeform V1 dans l'optique de laisser une chance à chacun de revoir ses dossiers et de corriger les trous dans son OPSEC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'OPSEC, pour un hacker, c'est le fait de dissimuler, de masquer son identité lorsqu'il navigue sur le net. Et donc, je trouvais ce message assez drôle. Alors, on a un sabotage de cuivre pour 6 départements. Donc, dans la nuit du 28 juillet, donc on est toujours en plein milieu des JO à ce moment-là, sabotage du câble longue distance de SFR. 6 départements ont été touchés. Donc, peut-être que vous, de votre côté, vous avez eu des impacts. Donc, ça n'a pas eu d'impact d'interruption. On a eu plutôt des ralentissements parce que du coup, le Internet passait par des chemins de secours, ce qui entraînait que du coup, c'était des chemins un peu plus longs. On suppose que c'est potentiellement un acte de criminel, parce que 2 jours avant, il y avait un incendie près de Toulouse sur les équipements réseau avec revendication par un site local d'ultra-gauche. Toujours niveau panne, on a eu un déni de service donc assez massif sur des applications Cloud Azure. Donc l'erreur en question, il y a un rapport un rapport post-accident qui a été fourni par Microsoft, donc qui révèle que Microsoft est victime tous les jours de centaines de dénis de service, que ce déni de service massif justement en question
a été correctement géré par Microsoft, mais les suites du coup de ces remédiations ont entraîné quelques erreurs dans ces mécanismes de protection automatisés. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une sorte de congestion qui était localisée sur certaines régions du monde, ce qui a entraîné quelques défaillances, des latences au niveau de la connectivité. Donc ces erreurs se retrouvent du coup sur Azure Front Door et sur Azure Content Delivery Network, donc son CDN et sa plateforme d'accélération web. Et donc ces ralentissements qui ont plusieurs impacts donc sur des plateformes comme Azure DevOps, Azure Virtual Desktop, mais également des services LinkedIn et des utilisateurs qui utilisaient Microsoft 365 au moment de ces ralentissements. Donc, par exemple, Starbucks qui s'est plaint d'avoir eu sa fonctionnalité liée à la commande mobile, donc désactivée pendant plusieurs heures, due à ces latences. Donc, peut-être le plus gros point donc de ces 2 derniers mois, donc la grosse affaire, j'aurais même voulu mettre gros encore plus gros, donc affaire CrowdStrike. Donc, bon là, je vais aller très vite parce que vous avez énormément de ressources donc, sur ce sujet. Donc, le bug au niveau de la version 7.11 de l'EDR Falcon de CrowdStrike. Donc, image qui a été diffusée donc, le vendredi 19 juillet 2024 entre 4h09 UTC et 5h27 UTC. Donc, image qui a été diffusée pendant 78 minutes. Donc, image qui a eu beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que elle a touché donc, plusieurs millions de machines et a entraîné sur ces dernières un blue screen of death. Alors, pourquoi en fait? Parce que un des fichiers, donc un child file utilisé par Falcon, donc dans l'optique en fait de, de stopper en fait les C2, les communications avec les C2, donc les command and control. Donc ce fichier qui est utilisé par plusieurs services, dont Falcon, euh, était était corrompu en fait, enfin entraîner une outbound of memories read, donc ce qui survient en fait quand un programme tente de lire des données en dehors des limites de la mémoire allouée par le process. Et le problème en fait était que ce fichier était entre autres utilisé par un composant critique donc de Windows qui levait une exception lors de l'utilisation du fichier. Mais pour un composant critique de l'OS, ça entraîne un crash du noyau et un crash du noyau, ça entraîne un boot screen of death. Donc là, tous ces millions de machines ont dû reboot. Mais le problème, en fait, c'est que même au redémarrage, ce fichier était toujours présent, toujours utilisé. Et donc, en fait, vous faisiez un reboot à l'infini. Et donc, le seul moment, en fait, le seul moyen de remédier à la situation, c'était de démarrer en mode sans échec, d'aller supprimer ce fichier à la main et, et d'espérer que le problème était résolu. Sachant que si votre disque était chiffré, vous aviez un petit peu plus d'actions à effectuer et déjà se souvenir de sa clé de récupération BitLocker, ce qui était un problème pour beaucoup de personnes. Et puis également, le problème, c'est qu'on parle donc de plusieurs millions de machines, des machines dans des aéroports, dans des hôpitaux, dans des grandes surfaces. En France, on a par exemple TF1 et le groupe Canal qui ont été impactés, mais du coup, en compagnie aérienne, on a eu aussi Air France, Ryanair. Aux États-Unis, il y a un service d'urgence, donc le 911, qui était impacté également. Donc ça a été très difficile d'accès et de remédiation. Même si la mage a duré que 78 minutes, il y a énormément de machines qui sont allumées et disponibles à travers le réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ont été impactées par la diffusion. Euh, et donc, du côté de CrowdStrike, parce que c'est bien beau, nous, il faut remédier à cette version 7.11. Mais côté CrowdStrike, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont en fait promis d'améliorer des tests de validation, parce que du coup, ils confirment avoir eu un excès de confiance sur certains process du coup de validation, donc des tests de stress, du fusing, et j'en passe. Et donc, ils promettent de revoir leur process pour s'assurer que ce genre de choses n'arrive plus. Et je vous redirige évidemment vers tous les liens qui sont à la fin de la slide.
Dernière panne, donc panne électrique chez Global Switch. Donc on a eu un message le 5 août de la part de Octave Clabac, qui est le directeur d'OVH, qui a indiqué sur LinkedIn indiquant une panne dans le DC de Global Switch. Donc apparemment, selon une étude, c'est une cause technique non malveillante selon les vérifications. Donc la panne aurait duré 3 heures, mais aurait quand même eu des impacts sur notamment l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc c'est assez problématique. Selon cette même étude, par ailleurs, justement, la plupart des pannes qui arrivent sur les décès sont principalement liées à des problèmes d'électricité, des pannes électriques, mais selon les chiffres, ce serait en baisse, donc c'est plutôt positif. Il faut savoir que voilà, le rapport annuel de cybersécurité du ComCyber est sorti. Il fait un état des lieux des défis qui ont dû être relevés pour l'année 2023 en matière de cybersécurité, donc la lutte contre la cybercriminalité, ouais. Les techniques utilisées, les évolutions juridiques qu'il y a eu et les prévisions futures. Donc APT29, si vous connaissez pas APT29, donc c'est aussi donc Prozibir, donc qui est un groupe russe, donc qui est même suspecté de travailler en étroite collaboration avec le FSB. Donc c'est par exemple le groupe qui a été à l'origine de plusieurs attaques contre Microsoft et Hewlett-Packard. Et donc il y a une suspicion par Google Stag, donc qui est le service de threat analyse de Google, qui du coup suspecte APT29 d'être fourni par NSO et Intelexa. Donc NSO, donc c'est une entreprise israélienne que vous connaissez pour Pegasus, et Intelexa, c'est un consortium donc d'entreprises, dont certaines françaises, qui seraient à l'origine de Predator. Euh, Et donc, les suspections, en fait, ont été réalisées enfin, ont été émises lors d'investigations liées à des attaques sur les sites web du gouvernement mongol. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs TTP qui sont remontés, qui sont du coup similaires à d'autres entités, donc à NSO Intelexa. NSO pour l'exploit de la CVE 2024 5274 sur Chrome et Intelexa pour le payload sur la CVE 2023 41993 sur iOS. Donc, des exploits qui sont connus pour n'appartenir qu'à NSO ou à Intelexa. Et donc, le fait que leur utilisation soit également enfin, réalisée par APT29 relève quelques soupçons pour Google. Euh, Comment ils ont récupéré ces exploits? Est-ce que NSO Intelexa leur a vendu? Est-ce que ils ont des acteurs communs? Beaucoup d'hypothèses. Vous avez le rapport évidemment qui en parle encore plus et qui donne un petit peu plus d'infos sur ces TTP. Alors, Direct Access devient Always on VPN, donc qui était la solution VPN utilisée par Windows pour avoir son VPN toujours actif sans avoir de client VPN. Donc, il faut savoir que Direct Access avait été introduit avec Windows 7 et Windows Server 2008 R2. Et maintenant devient Always on VPN, qui lui a été introduit avec Windows Server 2016 et Windows 10. Quel est l'avantage? Donc, c'est plus flexible, plus sécurisé, et maintenant ça prend en charge le MFA. On les remercie beaucoup pour ça, et donc c'est bon pour l'utiliser. Donc on en a fini avec les événements cyber. On en a sûrement oublié, mais vous avez vu qu'il y en avait déjà pas mal. Donc quelques points donc business et politique. Alors, donc Apple versus Patron. Donc il y a une exigence d'Apple qui est sortie récemment, une demande, enfin plutôt obligeant tous les achats qui ont été intégrés iOS pour les dons au système de paiement Patron une commission de 30%. Donc il faut savoir que ce passage des plans de facturation se feront au prochain mois ou alors à la création de la facturation par abonnement. La mise en conformité limite pour l'ensemble des créateurs de la plateforme est de novembre 2025, donc à peu près un an pour se mettre en conformité. Sinon, c'est des menaces pour retirer l'application de l'App Store. Donc, il faut savoir que Tim Sweeney, qui est le responsable de Patron, qui a recommandé de passer, il lui-même a recommandé carrément de passer à la version web ou alors à une application Android pour effectuer ses achats afin de ne pas avoir à payer la commission à Apple. Deuxième point, bienvenue à Lidl dans le secteur du cloud. Donc, il faut savoir qu'ils étaient en développement depuis 2 ans pour justement intégrer toute une plateforme de cloud dans leur business.
Donc, ils ont fait ils ont mis un système en service de leur côté en interne. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir pouvoir concurrencer les acteurs Big Tech comme Google, Amazon, Microsoft sur le contrôle des données et de pouvoir être en accord avec la réglementation européenne. Thales gèle de recrutement des ingénieurs français. Donc, il y a une note du 10 juillet indiquant une priorisation des recrutements en Inde et en Roumanie au sein de leur centre de compétences d'ingénierie. Donc, c'est malheureusement triste pour ceux qui sont en France et au Royaume-Uni. Ils ont quand même rétorqué qu'ils avaient plus de 2000 postes sur 12 000 qui ont été ouverts spécifiquement en France. Les services impactés, selon cette note, seraient la R&D, le service client et le management des offres. Donc c'est assez bizarre que d'un côté, il y a une note qui sort et qui nous dit que bah, finalement ils vont prioriser les recrutements dans les autres pays, et d'un côté ils nous disent qu'ils ont quand même des postes qui sont priorisés en France. Donc on estime que cette complication sur le long terme serait assez étonnant par rapport à la sincérité de Thales, et ça nous laisse dubitatif sur la suite de ce que nous préserve l'entreprise. Donc on a ensuite une bonne nouvelle pour Patrol, donc Vlad qui nous écoute. Patrol qui a eu une levée de fonds, qui a fait réaliser une levée de fonds de 11 millions d'euros en série A. Dans le but, vous avez leur article qui en parle beaucoup mieux que moi, donc d'intensifier la conquête du marché européen et par la même occasion d'intensifier leur recherche et développement. Donc, une levée qui a été menée donc, principalement par Crédit Mutuel Innovation et après évidemment par leurs partenaires. Donc, encore une fois, bah, bravo à Vlad qui nous écoute et puis au reste de l'équipe. Alors, un point très controversé, Telegram. Donc, vous le savez sûrement, Pavel Durov, son PDG franco-russe, qui a été interpellé à l'aéroport du Bourget en France. En fait, il faisait l'objet d'un mandat de recherche française. Euh, il est en fait accusé de participer, d'être complice, ce que relève le communiqué de presse fourni par le tribunal de Paris, d'être complice de toutes les actions malveillantes réalisées sur la plateforme. Pourquoi? Parce que la plateforme n'est pas modérée de leur côté, selon ce qui lui a reproché, alors que lui assure qu'une modération est bien effectuée sur la plateforme et donc accusé de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants, encore une fois, toujours en étant complice et pas directement acteur de l'action. Sachant que en parallèle, quand cette histoire est sortie, une plainte en Suisse est apparue également pour l'accuser de violence sur un de ses enfants. En Corée du Sud, il y a une enquête qui est ouverte contre Telegram pour la diffusion de deepfakes pornographiques qui impliqueraient des mineurs. Euh, donc, à ça, plus côté France, où il y a quand même 12 chefs d'accusation qui sont retenus contre lui, avec le mot-clé complicité qui revient dans presque, de mémoire, 7 à 8 chefs d'accusation. Donc pour ça, si ça vous intéresse, il y a le podcast de Noémie de Sécu, donc le dernier en date, qui est sorti et qui parle très bien de ce cas-là. Il y a Marc-Antoine Ledieu, donc notre avocat préféré, qui parle de ça également, de la liaison du mandat de recherche avec le DSA. Euh, et donc, il a été mis en examen le 28 août 2024. Il est actuellement sous contrôle judiciaire. Il devait payer une caution de 5 millions d'euros pour sortir, ce qui n'a pas été très compliqué pour lui. Et donc, il faut savoir qu'au moment de sa garde à vue, il y a beaucoup de mouvements qui ont été créés à travers le monde. Donc, il y a eu Flip Pavel, il y a eu Flip Durov, donc des mouvements tournés cyber, donc avec des actions allant du déni de service à la faille SQL, peut-être même allant encore plus loin, et des mouvements plutôt politiques, donc qui accusent la liberté d'expression en France, critiquent notre vision de la liberté d'expression en France et même en Europe, parce que je vous- je- si on regarde le post d'Elon Musk, par exemple, qui critique notre vision de la liberté. Et donc, vous entendez sûrement beaucoup de questions. Est-ce que c'est la fin des messages chiffrés? Oui, mais Telegram ne fait pas du chiffrement bout à bout. Telegram
accèdent aux messages, donc ils sont dans la capacité de modérer et compagnie. Euh, c'est enfin, beaucoup de posts pour du buzz sur le sujet. Je pense qu'il y a plusieurs teams. Faites-vous votre vision des choses. Mais encore une fois, je vous redirige vers le podcast de Noémie Sécu qui parle très bien de cette affaire et qui donne un peu cette vision. Donc, c'est la vision juridique de l'affaire et aussi la vision cyber en parlant du chiffrement effectif sur la plateforme. Du côté de nos amis les Anglais, donc il y a une condamnation à Sellafield. Donc Sellafield qui est un site nucléaire au nord-ouest de l'Angleterre pour justement un manquement en termes de cybersécurité. Donc on parle bien de plus de 75% des serveurs qu'ils utilisent là-bas, avec plus de 4 ans d'inaction en termes de cybersécurité. Dans le détail du rapport qui a été fourni, on pouvait lire jusqu'à possible de télécharger et d'exécuter des fichiers malveillants sur les réseaux informatiques de Sellafield IT via une attaque de phishing sans déclencher d'alarme. Donc, il y a une série de défaillances informatiques qu'ils avaient de leur côté, plus d'ailleurs une exposition à une contamination radioactive et une culture toxique sur le lieu de travail des employés, sachant qu'au niveau des employés, on parle bien facilement de 11 000 employés. Donc on en a fini donc pour ces points business et politique. Donc juste un petit rappel du coup des conférences qui sont passées et de celles à venir à ne pas rater. Donc qui sont passées donc Barbac à Toulon, Black Hat USA, DEFCON Paris, donc qui s'est même déroulé hier donc à la capitale. Et à venir donc Fransec donc le aujourd'hui. Les assises, donc ouais, je pensais que c'est un peu compliqué pour aujourd'hui. Les assises, donc du 9 au 12 octobre, et Hexacon, donc du 4 au 5 octobre à Paris. Et c'est le moment des divers et trolls velus, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors, côté amusant, qu'est-ce qu'on a? Donc, un suicide de robot en Corée du Sud. Donc, le robot municipal et dans les habitants, dans les tâches administratives, ont été retrouvés inertes le 20 juin. Donc, les passants ont indiqué avoir vu le robot tourner en rond avant de sauter par la fenêtre et s'effondrer, comme s'il cherchait quelque chose. Donc, l'enquête est toujours ouverte afin de comprendre les raisons, probablement liées à un suicide lié à une surcharge de travail. Deuxième point, donc on a 800 millions d'heures de travail gratuites qui ont été faites. Donc un rapport de la part de chercheurs, donc pour le coup on n'a pas d'informations sur quel chercheur, sur l'exploitation des humains afin de résoudre des captcha Google. Donc vous, moi, comme n'importe qui, quand vous devez résoudre un captcha, bah, il faut savoir que vous accordez du temps à Google pour ce moment-là. Donc l'étude a été réalisée que sur 13 ans, plus de 800 millions d'heures perdues ont été réalisées, donc qui ferait un total d'environ 6,1 milliards de dollars, cette résolution de CAPTCHA aurait évidemment servi à entraîner gratuitement les IA de Google à la résolution des CAPTCHA. Donc, on estime que pour la blague, il devrait nous donner pas mal d'argent à ce niveau-là. Donc, le génie de Waterloo, donc futur ingénieur nucléaire, donc on a un étudiant qui a construit dans sa chambre d'étudiant un mini réacteur à fusion. Donc, il a importé les pièces, il a importé les composants depuis des sites sur Internet. Il a utilisé l'IA Claude 3.5 d'Anthropic comme assistant et avec comme moyen financier simplement 2 000 euros. Et il est allé jusqu'à réussir à produire du plasma. Donc, deuxième point, une affaire qui aurait pu coûter cher. Donc, une tentative d'escroquerie d'un employé licencié du New Jersey avec des menaces de suppression des sauvegardes, interruption de 254 serveurs et désactivation des comptes admin. Donc, suite à cette tentative d'escroquerie, l'entreprise a contacté les autorités afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'enquête du FBI a découvert que c'était un ancien employé qui avait voulu faire ça par représailles en exigeant une rançon de 700 000 euros ou alors 20 bitcoins. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait créé des tâches planifiées modifiant les mots de passe administrateurs locaux et utilisateurs. Il les avait remplacés par The Frozen Crew. Il était démasqué simplement par l'historique de navigation web d'une VM. Et voilà, donc c'est fini. Si vous avez des questions, si vous voulez revoir certains points ou autres, vous avez les slides et le replay qui sera prochainement disponible. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là.
Merci beaucoup à Jérémy et Melchior pour cette veille. Bonjour. Ouais, On va couper.